Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Nous allons découvrir tout de suite ensemble les grands titres qui seront développés dans ce journal. Le tourisme monégasque se porte bien, il a retrouvé des indicateurs au niveau de l'avant-crise Covid. Aujourd'hui étaient dévoilées les grandes lignes de la stratégie des mois à venir. Nous serons avec le directeur du tourisme, Guy Antonielli. Nous reviendrons sur les célébrations de la Saint-Patrick. La bibliothèque irlandaise Princess Grace a organisé plusieurs événements pour célébrer dignement le saint patron de l'Irlande. L'exposition universelle d'Osaka ouvrira ses portes le 13 avril prochain. Vous découvrirez dans ce journal les produits collector qui attendront les visiteurs du pavillon Monaco. Le programme Beyond Plastic Med, plus connu sous l'appellation BIMED, fête ses 10 ans, une décennie d'action et de mobilisation pour réduire la pollution plastique en Méditerranée. Lucille Courtial, secrétaire exécutive de l'association, sera notre deuxième invitée. Enfin, l'Institut audiovisuel de Monaco vient de lever le voile sur son nouveau cabinet de curiosité, un espace qui met à l'honneur le travail de longue date du Cinéam, le club des artisans cinéastes de Monaco. Mais pour débuter ce journal, ces images tournées hier soir sur la place du Palais Princier. Vous le voyez, le palais a été illuminé en vert, clin d'œil à l'Irlande et son saint patron dont on célébrait la fête le 17 mars. Et comme le veut la coutume, la bibliothèque Princess Grace a été le théâtre de plusieurs manifestations en l'honneur de Saint-Patrick. Le récit de Vanessa Dessy sur des images de Camille Caloni et Thomas Deus. Si tout semble opposer la principauté et l'Irlande, les deux pays partagent pourtant des liens fondés sur des valeurs communes. Les relations diplomatiques entre les deux États établies de longue date s'appuient sur un respect mutuel et une coopération discrète, mais efficace dans des secteurs clés comme la finance, l'éducation et le sport. Ce sont des relations qui remontent aux années 60. Effectivement, la visite en Irlande de la princesse Grace et prince Rainier. On connaît le prince Albert très bien en Irlande parce qu'ils viennent souvent. Il est un supporter très fort de rugby, donc on a beaucoup à échanger. À Monaco, la Saint-Patrick ne se limite pas aux festivités et aux lumières vertes qui habillent la principauté. Cette journée est aussi l'occasion de rappeler les valeurs communes entre les deux pays, notamment leur engagement en faveur de l'environnement. Le prince Albert II, dont la fondation lutte activement pour la préservation des océans, partage avec l'Irlande une sensibilité particulière pour la protection des écosystèmes marins et la lutte contre le changement climatique. On ne peut pas imaginer Monaco sans imaginer l'océan et la mer. Et c'est le même en Irlande. Et pour nous deux, je crois que c'est le projet le plus important pour les années à venir. Pour l'Irlande, la Saint-Patrick, ce n'est pas simplement un jour pour célébrer être irlandais, c'est un jour pour tout le dégradé à sport. Et pour nous célébrons les liens à l'étranger aujourd'hui. Chaque 17 mars, un souffle celtique traverse ainsi la principauté. La communauté irlandaise et les amateurs de tradition se réunissent pour célébrer la Saint-Patrick, illuminant Monaco aux couleurs du célèbre trèfle. Le 18 février dernier, Monaco recevait la distinction de meilleure destination européenne. Une récompense prestigieuse qui confirme l'intérêt toujours très important que portent les voyageurs à la principauté. Et portée par cette belle lancée, la DTC présentait aujourd'hui sa stratégie pour 2025. Son directeur est avec nous. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Patricia. Avant d'évoquer les grandes lignes de la stratégie pour 2025, très rapidement, revenons sur le bilan 2024 puisque c'était aussi l'objet de cette réunion. Il y a eu de beaux motifs de satisfaction. De très beaux motifs de satisfaction. Une fréquentation globale en croissance, 3 points de taux d'occupation en plus. Pour donner une idée, 3 points, ça représente 11 jours d'occupation pleine de la destination. Donc, une belle progression de l'occupation qui s'accompagne toujours d'une progression du prix moyen qui ne fait que démontrer, s'il le fallait encore, l'attractivité de la principauté comme destination touristique. Fort de ces résultats pour 2024, quelle sera la grande ligne directrice de l'action de la DTC en 2025 ? 4 grandes lignes, je souhaite dire.
renforcer nos actions sur les marchés les plus porteurs à forte valeur, les États-Unis, le Moyen-Orient notamment, asseoir encore un peu plus la reprise du tourisme d'affaires qui, cette année, portait les 2/3 de la croissance et qui revient pas encore complètement à son niveau de 2019, mais qui n'en est pas loin, et de très beaux événements qui se tiennent en principauté et qui sont déjà réservés pour l'année prochaine. Bien évidemment, continuer à essayer de renforcer l'hiver. Nous ne parlons pas de désaisonnalisation. L'été est ce qu'il est, c'est très bien, mais nous avons encore beaucoup de place pour faire progresser le printemps et l'hiver en principauté. Ensuite, le 4e pilier, les marchés lointains, au premier rang desquels l'Asie, avec cette année, bien évidemment, un gros focus à l'occasion de l'exposition universelle Osaka Kansai sur le Japon, mais nous servirons de l'expo comme d'une plateforme pour montrer Monaco à la clientèle asiatique dans son ensemble. Vous mentionnez le Japon. Est-ce que le fait d'avoir un pavillon qui porte les couleurs de Monaco à l'exposition universelle d'Osaka, cela va permettre aussi d'aller encore plus loin sur ce marché-là et d'être offensif au Japon ? Alors, bien évidemment, c'est toujours mieux quand on amène la principauté, quand on amène d'autres éléments. Vous savez que la DTC dispose d'un bureau de promotion au Japon, donc nous travaillons tout au long de l'année déjà ce marché, mais l'exposition effectivement permet d'amener des gens à Monaco, en fait. C'est comme ça que nous le voyons, en les amenant sur l'exposition et peut-être en captant aussi des gens qui auraient été moins intéressés de prime abord par la destination et qui la découvrent à travers le pavillon. Alors on a parlé des marchés lointains, on a parlé des États-Unis, du Moyen-Orient. Est-ce que les marchés dits de proximité seront tout de même une cible privilégiée aussi ? Alors, cela va sans dire, la France reste le premier marché de la principauté de Monaco avec 18% des nuitées personnes à Monaco. Le Royaume-Uni, l'Italie sont essentiels à la fréquentation. Ces 3 nations sont dans le top 5 annuel et dans le top 5 de l'été. Donc, cela va sans dire, ce sont des marchés que nous travaillons directement et sur lesquels nous avons des bureaux de promotion et sur lesquels l'effort est fait tout au long de l'année, chaque année. On a parlé des cibles, on a parlé de la stratégie. Est-ce que dans cette stratégie, cela veut dire qu'une fois de plus, bien évidemment, vous allez capitaliser sur ce qui fait l'ADN de Monaco, c'est-à-dire son prestige, ses grands événements. Sur quoi repose votre argumentation en termes d'attractivité lorsque vous vous adressez à vos interlocuteurs ? Alors, Patricia, vous connaissez notre slogan, Monaco like nowhere else, Monaco une destination comme nulle autre. Et ce que nous portons comme message, c'est une destination qui se réinvente en restant fidèle à ses éléments d'ADN. La réinvention, aujourd'hui, elle est assez facile à porter à l'extérieur avec la livraison de Mare Terra, les réalisations de Monte Carlo SBM depuis quelques années avec la place du Casino, le nouveau Café de Paris avec Amazonico, les ouvertures de Marlowe, les rénovations d'hôtels. Pas que la SBM, tous les hôtels de la principauté se rénovent, d'autres sont actuellement en travaux. Donc cette réinvention est facile à porter et nous l'appuyons bien évidemment sur l'ADN de la principauté qui est la qualité des infrastructures, mais surtout la qualité de l'accueil et la qualité des expériences dans une atmosphère vraiment que là, vous ne trouvez nulle part ailleurs. Merci Guy Antonelli, directeur du tourisme, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui alors que vous avez présenté cette stratégie 2025 de la DTC. Merci Patricia, bonsoir à vous. Le Japon qui fait partie donc des cibles de la DTC et pendant 6 mois, à compter du 13 avril, le tourisme monégasque va pouvoir bénéficier sur place d'un formidable atout d'attractivité, le pavillon Monaco à l'exposition universelle d'Osaka. Pour les visiteurs qui iront découvrir ce petit bout de Monaco au Japon, des produits souvenirs aux couleurs de la principauté seront proposés. Ils sont tous issus du groupement de producteurs italiens Exclusive Brands Torino
Et ces objets collecteurs viennent d'être présentés un mois jour pour jour avant la date d'ouverture de l'exposition universelle. Lunettes, vaisselle, gastronomie, la palette est large. Nous écoutons le président d'Exclusive Brands Torino, Giulio Trombetta. Brands Torino, c'est un réseau d'entreprises piémontaises qui ont un dénominateur commun, que c'est l'excellence de produits, l'internationalité et aussi l'histoire. Cette collaboration il est née parce qu'on a pensé que la Principauté de Monaco représente l'excellence dans le monde entier et nous sommes aussi des entreprises d'excellence, donc les partenariats ils peuvent marcher. C'est vraiment une opération win-win. Quelles sont ces pièces? Est-ce que l'on peut avoir un exemple des produits que vous avez estampillés avec les couleurs du pavillon monégasque? Oui, alors les entreprises qui font part de Exclusive Brands Torino sont 30, mais seulement 9 ils ont participé à cette limited edition. Ils sont maisons de café, de lunettes, de glace, de lithographie, il y a le panettone, il y a le vin, il y a vraiment différents produits. Oui, des produits collector à retrouver donc sur le pavillon de Monaco à l'exposition universelle d'Osaka. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre compte tenu de la distance, ces produits sont également en vente sur Internet sur le site d'Exclusive Brands Torino. L'actualité du jour, c'est également l'ouverture de la 144e session du Comité international olympique en Grèce, à Olympie. Puis c'est à Costa Navarino que sera élu celle ou celui qui succédera à Thomas Bach à la tête du CIO, dont un candidat résident monégasque, double champion olympique en athlétisme, Sébastien Coe, l'actuel président de la Fédération internationale d'athlétisme. Verdict jeudi. Qui n'a pas reçu un appel ou des textos vantant les mérites de panneaux photovoltaïques, d'un crédit à la formation ou incitant à rappeler un numéro surtaxé? Le Conseil national demande la mise en place de mesures pour lutter contre ce qu'il n'hésite pas à qualifier de véritable fléau. Il pense notamment aux personnes les plus vulnérables comme les mineurs ou les personnes âgées qui pourraient se laisser piéger. Nous sommes d'ailleurs allés vous demander si vous aussi, vous aviez été victime de ce démarchage téléphonique abusif. Voici vos réponses. Il y en a beaucoup trop, c'est quotidien, c'est quasiment de l'harcèlement pour tous les usagers. C'est vrai qu'on aimerait bien que ça cesse. En permanence, on reçoit des démarchages continuellement et je pense qu'il faut mettre en place des filtres, enfin les opérateurs mettent en place des filtres par rapport à ça. Parce que c'est infernal ? Complètement, c'est perpétuel. C'est vraiment inutile et franchement c'est une perte de temps parce que souvent aussi quand il y a les livreurs, ils nous appellent, on décroche et en fait c'est vraiment pas ça. Quand on attend des appels des gens qu'on connaît pas et puis en fait on décroche et c'est des gens vraiment qui essaient juste de faire rien et moi franchement ça m'énerve. C'est catastrophique. On en reçoit tous les jours, tous les midis, donc c'est tout le temps. Et ça devient de plus en plus problématique, ouais. Parce que du coup, les bons appels, on ne les récupère plus. C'est incessant, tous les jours. Tous les jours, on a 3-4 appels qui nous demandent de changer nos fenêtres, de revoir notre pompe à chaleur, alors qu'on n'en a pas besoin. Il faut vraiment que quelque chose soit fait pour modifier ça, quoi, pour les empêcher d'appeler. Un constat sans appel donc, des réactions recueillies par Christinda Tomel et Hugo Comassa. Monaco fait partie des pays les plus engagés en matière de protection de l'environnement, qu'il s'agisse des espaces marins ou terrestres. Et c'est de la Principauté notamment qu'est partie l'initiative Beyond Plastic Med. C'était il y a 10 ans et nous sommes ce soir avec la secrétaire exécutive de l'association. Bonsoir Lucille Courtial. Bonsoir Patricia. Comment est né BIMED il y a 10 ans? C'était à l'initiative de la BIMED Fondation Prince Albert II? Oui, tout à fait. BIMED est né il y a 10 ans à l'initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco. En fait, il y a eu une conférence qui a été organisée ici à Monaco sur le thème du plastique. Et suite au constat de la gravité de la situation, des acteurs leaders de cette thématique-là ont décidé d'unir leurs forces en Méditerranée pour construire BIMED, qui s'engage donc pour réduire cette pollution en Méditerranée. Oui, l'idée c'était d'organiser une grande mobilisation et de sensibiliser à ce problème de la pollution plastique.
Alors sensibiliser, oui, se mobiliser aussi, mais c'était aussi et surtout de pouvoir accompagner, fédérer les acteurs qui travaillent déjà sur ce sujet-là en Méditerranée à travers des soutiens financiers, mais aussi à travers la facilitation des échanges de bonnes pratiques, d'expériences, de solutions, etc. Oui, parce que vous avez ensuite organisé quasiment chaque année des réunions ici à Monaco qui favorisaient ce partage d'expériences. Oui, exactement. Chaque année, en fait, on invite des membres de notre communauté, puisqu'on a après 10 ans d'action, on en est à plus de 100 projets soutenus. Et donc, on fédère ces acteurs et on les réunit chaque année pour, encore une fois, échanger sur les projets en cours, les difficultés rencontrées, les solutions trouvées, pour s'assurer que chacun apprenne de l'expérience des uns et des autres. Est-ce que l'on peut avoir quelques exemples des projets les plus porteurs? Alors, il faut dire que c'est extrêmement large. Ça peut aller de la dépollution d'un site à la façon de recycler la pollution pour créer de nouveaux produits. Oui, c'est ça, c'est assez large. On a plusieurs thématiques. On a des projets de sensibilisation pure, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des acteurs publics, au niveau des entreprises. On a des projets aussi avec des entreprises où là, l'objectif, c'est plutôt de trouver des alternatives, donc réduire notre utilisation des plastiques. Et on a effectivement, vous l'avez mentionné, des projets qui sont plutôt par rapport au recyclage ou à l'amélioration de la gestion des déchets, puisqu'on sait que c'est une source principale de fuite vers l'océan. Alors sur la Méditerranée, on ne va pas parler des mauvais élèves, mais est-ce qu'il y a de bons élèves pour garder un discours positif? J'ai le souvenir d'avoir vu une dame qui créait des sacs avec du plastique recyclé au Maroc. Il y avait également des expériences de dépollution dans la zone proche du Monténégro. Il y a des pays qui semblent à la pointe en matière de dépollution ou de recyclage de la pollution plastique. Il y a beaucoup de pays en fait qui sont surtout très engagés sur ces questions-là. Vous avez mentionné le Maroc, l'Albanie, le Monténégro. La Tunisie est aussi un pays leader même sur les questions de négociation du traité plastique. Donc tous les pays en fait s'engagent et ont conscience, parce qu'en Méditerranée, beaucoup de ces pays dépendent du tourisme qui est très affecté par la pollution plastique. Donc chacun met en place des solutions. En termes de réglementation aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et donc on a plein de bons élèves parmi notre communauté. Tous les pays de Méditerranée n'ont pas les mêmes moyens, les situations économiques sont souvent très disparates. L'un des axes de motivation, c'est aussi de dire que le plastique peut être une source de revenus. Ça fait partie des motivations, oui. Je pense que la motivation principale, c'est le coût économique de la pollution plastique pour ces pays. J'ai mentionné le tourisme et l'impact que ça pouvait avoir dans le tourisme. C'est une réalité. Les pays doivent mettre de l'argent pour gérer mieux leurs déchets, pour nettoyer cette pollution qui fait fuir un petit peu les gens. Donc je pense que la motivation principale, c'est réduire cet impact, cette pollution, qu'elle soit visuelle ou qu'elle ait un impact sur la biodiversité et les écosystèmes qui sont une des plus belles ressources de la Méditerranée et qui font son attraction. Dernière question, et c'est peut-être la plus difficile, je ne sais pas si c'est bien mesurable, mais est-ce que 10 ans après, on note aujourd'hui une amélioration significative de la problématique de la réduction de la pollution plastique en Méditerranée ? On note un réel engagement. La différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui est vraiment importante. Il y a une vraie prise de conscience des pays, de la population, des entreprises qui agissent de plus en plus sur cette pollution. Donc oui, il y a un vrai message positif sur une prise de conscience. Maintenant, la production de plastique continue à augmenter et donc c'est d'autant plus important de rester mobilisé et de continuer cette action. Oui, donc le challenge reste entier. Merci Lucille Courtial d'avoir été notre invitée à l'occasion des 10 ans de BIMED. Merci à vous, au revoir. L'Institut audiovisuel de Monaco vient d'inaugurer sa nouvelle exposition consacrée aux productions du Club des cinéastes amateurs, le Cinéam, un cabinet de curiosités qui retrace les grandes heures de l'histoire monégasque à partir d'un concentré de trésors d'archives. Voyez ce reportage de Théo Schumer, Hugo Comassa et Christophe Marangoni.
Raconter l'histoire de Monaco sur un seul mur, c'est le défi que s'est lancé l'Institut audiovisuel. Pour ça, il a fallu rassembler les différents films amateurs, les mettre bout à bout et les compléter avec des documents et des objets d'époque exceptionnels. Un vrai puzzle qui permet aujourd'hui d'observer avec fascination les grandes heures de l'histoire monégasque, comme les chantiers de la Principauté, les grands prix successifs ou encore le premier passage de la flamme olympique sur le rocher en 1968. Un travail de longue haleine et surtout une véritable fierté. Qu'est-ce qu'il faut simplement en retenir le plus important, dites-moi? Le plaisir de faire du cinéma à plusieurs, de fabriquer vraiment un film, du tournage au montage, à la sonorisation et de partager ça, et de ne pas se prendre au sérieux aussi, mais d'aimer faire des images et d'offrir des films à son voisin, à ses aînés, à ses élus. Cette exposition s'adresse vraiment à tous les monégasques et il faut savoir que chacun a quelqu'un dans sa famille qui à un moment a fait partie de ce club et c'est une exposition très intergénérationnelle aussi. Donc il ne faut pas hésiter à venir en famille. L'exposition révèle l'histoire de Monaco, mais également les secrets de tournage des cinéastes amateurs que l'on peut observer sur le terrain durant les années 50 à 70. Exposer leur travail réalisé avec les complexités de leur technologie d'époque fait aussi partie du devoir de mémoire que tient à entretenir l'Institut. Et là, on parle de la mémoire de quelque chose qui a fait le bonheur de beaucoup de gens au niveau de lorsqu'on filmait, lorsqu'on faisait des photos, mais enfin là, puisqu'on parle surtout de films, c'est un retour extraordinaire en arrière, parce que ça nous ramène à une époque où le cinéma n'était pas du tout ce que l'on peut imaginer. Et j'invite d'ailleurs beaucoup de gens à venir voir dans quelles conditions on a pu parfois faire des petits chefs-d'œuvre. L'exposition est gratuite et visible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 dans le hall de l'Institut audiovisuel de Monaco. Certains des films sont également projetés en fin de journée. Et vous pourrez aller voir ou même revoir cette très belle exposition à l'Institut audiovisuel puisqu'elle ne refermera ses portes qu'en janvier 2026. C'est la belle histoire de passionnés qui s'entremêlent à l'histoire de Monaco. Le Théâtre des Variétés a fait le plein samedi soir. 3 associations y étaient réunies pour un concert solidaire de 2 heures. Théo Schumer et Arnaud Humbert étaient présents et vous racontent. Une soirée placée sous le signe de la musique pour la bonne cause. Les chanteurs de 2 associations, Accroche-Cœur et La Cantarella, ont décidé d'unir leurs voix dans ce concert afin de reverser les bénéfices en solidarité à une 3e association, Happy Hand. Happy Hand, c'est un mouvement qui est né il y a 10 ans. Nous fêtons nos 10 ans cette année et qui œuvre pour l'art du vivre ensemble, le faire ensemble, dans le respect de l'environnement. Là, ce soir, on est nombreux avec des bénévoles, des adhérents de Happy Hand et on est complètement ouverts à ce qui va se passer. Nous sommes au Théâtre des Variétés et ce sont justement des variétés françaises qui sont interprétées par 20 chanteuses et chanteurs, un répertoire qui lie l'utile à l'agréable. On a des formules un petit peu mixtes, parfois on chante avec des chanteurs qui sont sur le devant de la scène avec des micros et puis on a des chants en chorale, vraiment une forme de chorale et notre chef de chœur nous dirige pour donner un bel ensemble et alterner des moments plus intimes, des moments plus rock et puis on finit en général par des choses qui font bouger les gens au profit de l'association Happy Hand et du petit Diego à Beau-Soleil qui est un petit garçon de 11 ans qui a atteint une maladie orpheline, le Moya Moya, et pour qui on va chanter. Et on est heureux parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir qui a répondu à l'appel, donc on va avoir une belle recette et beaucoup de bénéfices à reverser. Et à la sortie du concert, c'est justement Diego et son papa que nous retrouvons touchés par l'initiative. Malheureusement, c'est une maladie très rare et on doit se battre, donc on est là pour lui. Et, c'est compliqué, mais on arrivera. Ça te touche que autant de monde soit présent ce soir pour toi ? Un peu. Pour les autres spectateurs aussi, le concert était une touchante réussite. On passe un très bon moment, donc c'est très sympa. C'est génial. On s'amuse bien. Oui. C'était laquelle votre chanson préférée ? Moi j'ai bien aimé Slimane. Extraordinaire, très très beau. Pourquoi c'était important de venir ce soir à ce concert caritatif ? Pour soutenir les 2 associations qui sont importantes, Happy Hand, dont je fais partie. Et donc voilà, j'adore ce que fait Jo et bravo à tout ça et bravo à tous les gens qui participent.
Un grand bravo effectivement à toutes ces personnes engagées. Vous connaissiez le Jack sur le port Hercule. Depuis peu, c'est devenu la Maison Gigi. Le restaurant a changé de nom, de propriétaire et de concept, mais pas d'ambiance. Théo Schumer et Hugo Comassa se sont donc rendus sur place pour rencontrer la nouvelle équipe et découvrir la nouvelle carte. Changer de concept sans changer de client, c'est toujours un défi. Le Jack est devenu Maison Gigi, un restaurant italien qui entend moderniser la cuisine traditionnelle tout en conservant l'atmosphère branchée du lieu et l'esprit de famille. C'est un trattoria moderne. On va revisiter tous les assiettes italiennes, tous les produits italiens typiques. On va les moderniser et on va essayer aussi de faire un service un peu plus dynamique, sympa, de personnaliser les services. On va faire aussi des mini-spectacles à table avec les clients. On va animer un peu la soirée, disons comme ça. Une carte pour le midi, une carte pour le soir, avec un large choix de pizzas, de pâtes, de viande, de poissons et bien sûr de cocktails sur mesure. Ici, la cuisine suit plutôt la tradition romaine, mais le chef a tenu à y ajouter sa touche personnelle, guidée par sa propre histoire familiale. Notre signature, on va dire, c'est sur les risottos au safran avec la queue de bœuf, parce qu'on a vu qu'un peu la cuisine aujourd'hui, elle est devenue un peu tous pareil. Et on cherche de vraiment retourner à l'origine et de ramener des goûts et quelque chose de spécial sur la table pour donner des émotions à les gens et les clients qui sont là avec nous. La Maison Gigi vous accueille tous les jours de la semaine aux mêmes horaires, de midi à 15h et de 18h à 1h30 du matin. C'est sur cette note gourmande que se referme ce journal. Nous nous quittons avec les photos de fin d'édition. Nous nous sommes glissés dans les coulisses de l'opération One Team Euroleague à la salle Gaston Médecin. L'un des joueurs emblématiques de la Roca Team, Donatas Motiejunas, a partagé un joli moment sportif avec 10 représentants de Special Olympics Monaco. Et cela fera d'ailleurs l'objet d'un reportage dans le JT de mercredi à 19h. JT que j'aurai le plaisir de vous présenter. À demain, passez une très belle soirée. Dans un court instant, la météo présentée par Christinda Petit-Homel. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Eh bien, demain, la météo sera au beau fixe, du soleil le matin, de belles éclaircies l'après-midi, des températures plutôt fraîches puisqu'elles seront comprises entre 4 et 12 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une belle fête à tous les Joseph. Alors je vous rappelle que Joseph, dans la Bible, est le mari de Marie et le père adoptif de Jésus. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.